Votre sélection débutera après cette publicité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. 3, 2, 1... Ici Rebecca McConnell. Aujourd'hui, on dira ce qu'on voudra. Le spectacle Violette à Espace Libre, une entrevue avec la metteur en scène Catherine Bourgeois, les influenceurs virtuels avec Olivier Niquet et le phénomène Occupation Hood vu par Aïcha Vertu et Nadé Lyonnais. Le spectacle Violette de la compagnie Joe, Jack et John est enfin joué à Espace Libre à Montréal depuis la semaine dernière. Le spectacle intimiste sera ensuite présenté à Toronto, Vancouver et Saint-Boniface au cours de la prochaine saison théâtrale. C'est d'ailleurs la très jolie musique originale d'Éric Forget qu'on vient d'entendre en ouverture. En alliant la réalité virtuelle et le théâtre, Violette aborde avec beaucoup de tact et de poésie la triste réalité qui touche les femmes en situation de déficience intellectuelle. Apparemment, entre 70 et 90% de ces femmes seront victimes d'abus ou d'agressions sexuelles au cours de leur vie. On a invité l'idéatrice, la scénographe et la metteur en scène de Violette, Catherine Bourgeois, pour nous parler de ces enjeux. Bonjour Catherine, bienvenue, on dira ce qu'on voudra. Bonjour Rebecca. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'expérience que vivent les spectateurs quand ils se présentent, parce que c'est une personne à la fois? Oui, donc c'est vraiment le spectacle intimiste qui, en fait, aurait dû voir jour avant qu'on annule tout l'année passée. Donc ça n'a pas été passé pour la COVID, mais donc le public, le spectateur, la spectatrice se présente, prend l'ascenseur. Au sortir de l'ascenseur, il y a Violette qui l'attend. Puis donc, il y a un court dialogue, quelques questions spécifiques par rapport à si la personne aime les oiseaux, a peur des oiseaux, des trucs comme ça. Puis après ça, Violette entraîne le spectateur dans sa chambre, qui est une réplique du décor où on a tourné en 360. Donc, c'est une réplique à l'échelle 1,5. Donc, c'est une petite chambre. Donc, il y a ce sentiment-là un peu d'envahir un espace intime. Puis, la personne, donc, s'assoit sur le lit, le petit lit. Ça, c'est encore plus intime. Encore plus intime. On voulait vraiment aller jusqu'au bout de la proposition pour, après ça, mettre le casque de réalité virtuelle puis de transférer. Donc, tout le conte se poursuit en réalité virtuelle. Donc, il y a une première connexion réelle avec une actrice qui joue Violette, puis après ça, l'histoire, le conte se poursuit dans le casque. Le conte. Donc, puis pourquoi la réalité virtuelle, c'était un moyen efficace de raconter ce conte-là, j'imagine, tout en évitant d'être trop graphique ou trop violent aussi? Oui, non, on est vraiment dans la suggestion, Okay. puis dans la description, puis dans plus un rapport poétique puis imaginaire à cette histoire-là, à ce drame-là qu'a vécu Violette, qu'elle porte comme un secret, puis c'est vraiment sous le mode de la confidence. Donc, qu'elle accueille le spectateur pour lui transmettre son secret, son lourd secret, pour en fait se dégager un peu de la honte, mais aussi c'est l'idée de la parole qui libère, puis la parole qui en fait, qui peut permettre de passer à d'autres choses une fois qu'on a partagé notre secret avec quelqu'un. Donc, la réalité virtuelle, nous, c'était notre première expérience de réalité virtuelle. Okay. Donc, c'était vraiment hors des sentiers battus, puis hors de notre zone de confort comme équipe de théâtre. Mais il y a quand même ce rapport-là comme immersif, si on veut, qui est comme similaire à l'art théâtral, mais j'avais le goût de parler de cette thématique-là, mais je trouve pas que c'est une thématique qui se prête à un grand plateau, à une scène où est-ce qu'on va... c'est intéressant. Peut-être parce qu'on est dans l'intimité aussi encore. Ouais. Donc, je cherchais vraiment un médium plus intime, même une première version qu'on a faite en version in situ. C'était dans ma chambre, chez nous. Donc, le spectateur venait dans mon appart. Donc, puis là, bon, c'est une version plus grand public, si on veut. Là, c'est plus une version de work in progress ou de laboratoire. Donc,
Mais il y a quand même ce rapport-là, tu sais, à l'intimité, à l'idée de la confidence, de la rencontre qui est possible avec un casque de réalité virtuelle, qui est aussi, en fait, un médium qui amène de l'empathie. En fait, c'est le nouveau médium de absolument. l'empathie. C'est tellement drôle parce qu'on va parler plus tard. Moi, je l'ai vu, Carnet et Arena de Inaritu qui est présenté à l'Arsenal. Puis c'est vraiment ça. Là, c'est pour, entre autres, développer l'empathie pour les migrants en nous plongeant dans cette expérience-là. Catherine, ta compagnie, Joe, Jack et John, ça existe depuis 17 ans. Vous vous êtes toujours intéressée à la diversité des voix, des corps, des récits. Comment c'est de travailler avec des actrices qui sont atteintes d'un handicap? Mais qu'est-ce que ça implique? Mon Dieu, qu'est-ce que ça implique? J'imagine que ça implique plein de choses, mais j'avoue que comme ça fait 17 ans que je collabore de façon régulière avec des artistes en situation de handicap, on dirait que des fois, je ne sais plus. Pour moi, c'est ça la norme. C'est ça, c'est ça la réalité. Donc, c'est sûr que ça implique, j'imagine, plus de cours d'eau au niveau des transports adaptés, plus de planification, plus d'interlocuteurs aussi au niveau des maisons. Mais j'allais dire peut-être justement parce qu'on parle d'intimité depuis tantôt dans le contact, dans la direction d'acteurs, d'actrices. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut... j'imagine que toi, tu as développé aussi toutes sortes de pas nécessairement de techniques, mais pour faire ça avec tact, doigté, sensibilité. C'est pas donné à tout le monde? Je suis sûre que je me suis raffinée avec les années. C'est bien dit. J'espère du moins que je suis raffinée, mais je pense que ça prend, c'est sûr, de la patience, mais après ça, chaque artiste, chaque acteur, actrice a ses limitations, puis ses défis. Chacun a des limites. Je veux dire, c'est juste d'autres sets de limites, puis d'autres un vécu différent. Donc, pour moi, c'est pas de dire qu'il faut comme se dénaturer complètement ou utiliser une autre façon de communiquer. C'est juste de façon, en fait, s'adapter aux limitations puis aux besoins puis de créer les conditions gagnantes, en fait. C'est plus d'élever vers le haut que de niveler par le bas. Que de tirer vers le bas, oui. Puis toi, tu es particulièrement une bonne défendresse de la neurodiversité, donc, puisque tu y es plongée depuis 17 ans. En terminant, Catherine, comment le spectateur ou la spectatrice, la personne unique qui a vu le spectacle sort de cette expérience-là, habituellement? Qu'est-ce que tu as remarqué? Ben, des fois, un peu les yeux mouillés, parce que c'est quand même une histoire qui est extrêmement, en fait, troublante, cette réalité-là dont tu parlais au début de l'entrevue aussi, c'est-à-dire que les taux d'abus sexuels qui est une problématique assez large et peu discutée. Donc, je pense qu'il y a comme une sensibilisation au phénomène, mais aussi on est touché d'avoir vécu une rencontre intime et directe avec une personne en situation de handicap intellectuel, ce qui n'est pas nécessairement le quotidien de toutes les spectateurs. La majorité des gens. Ben bravo pour ça, puis merci beaucoup d'avoir accepté de nous en parler. Donc, c'est présenté jusqu'au 30 mai prochain à Montréal, et puis après ça, ben, vous êtes chanceux, vous allez partir en tournée. Donc, bravo. On touche du bois. Oui, que ça se poursuive. On parlait donc du spectacle Violette de la compagnie Joe, Jack et John qui est joué à Espace Libre à Montréal. Merci, Catherine Bourgeois. Bye-bye. Merci à toi. Bye. She wanna skirt in my whip. She wanna skirt in my whip. She only love me cause she know that I'm famous, so she live for skirt in my whip. I've been the type to pull up in the demon, but I'm not demonic. My agent bionic, I'm on and I'm popping the popular option. The temperature dropping, I'm cold as an Arctic and wind. I valet the car at the wind, and now she just wanna get in. When you hear the engine screaming. Ça, ce qu'on entend, c'est un extrait de Speed Demon, une chanson de FN Meka, un rappeur et artiste virtuel créé par l'intelligence artificielle. Et ce personnage-là doit une partie de son succès à un endossement de l'influenceuse Yasmine Varma, qui, elle aussi, est une influenceuse virtuelle. Donc voilà, après les caissières d'épicerie, partenaires sexuels, les influenceurs se font à leur tour voler leur job par une machine. Donc on a appelé Olivier Niquet en panique pour qu'il vienne nous rassurer. Allô, Olivier, comment ça va? Oui, toi? Ben, ça va. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Non, ça va très bien. C'est très bien. Je suis toujours là, moi, pour te parler des phénomènes un peu weird de l'Internet post-moderne. Absolument. Le cas de Yasmine Varma, entre autres, à qui le Nouvel Observateur... Nouvel Ops, pardon, a consacré un article. Justement, c'en est un phénomène bizarre. Une influenceuse française qui a la particularité d'être virtuelle. Une création 3D. C'est une
influenceuse en 3D, Elle est un pas dessin. là. particulièrement réussi, moi, je trouve, personnellement. Pas très réussi, non. non. Vous irez voir ça. C'est pas encore au point. Une création d'Ava Studio, qui est une entreprise française. Je les cite. C'est un personnage fictif dont ses concepteurs ont intégralement planifié la vie, lui fournissant une personnalité propre et même un passé comme si elle était de chair et d'eau. Donc, c'est un personnage un peu comme tous les influenceurs, au fond. Pensez-vous que Matt Doff est exubérant comme ça dans la vraie vie? La réponse est oui, je l'ai rencontré, mais c'est peut-être l'exception qui Mauvais confirme la exemple. règle. Parce que les influenceurs ils ont tendance à se présenter sous leur plus beau jour sur les réseaux sociaux pour Ouais. nous faire rêver, hein? Mais ils ne sont pas toujours authentiques. Hein? C'est pas la première personne qui n'est pas authentique, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux où il y a des tonnes de gens qui utilisent des pseudonymes, se créent des personnalités. En tant qu'influenceur moi-même, Ben voyons. la personnalité publique que je mets de l'avant, ça n'a rien à voir avec ma vraie vie. Je suis très loin d'être le jeune homme discret et asocial que là, je laisse entrevoir dans les médias. Je suis un peu foufou dans la vraie vie. Oh hein. mon Dieu, Rebecca, tu me permets-moi d'en connais? douter, Olivier. Une fois, je suis arrivé au travail avec une moustache. Ça, c'est vrai. C'est par pas exemple. rien. Hey! Donc, Yasmine, même si elle est virtuelle, elle ne doit pas trop s'éloigner de la personnalité de certains influenceurs qui font un spectacle de leur quotidien à l'aide d'une équipe de conseillers. C'est juste qu'elle est un peu plus facile à téléguider que d'autres, mettons. Ouais. Et son but, ça semble quand même être le même que ces influenceurs-là, c'est-à-dire faire de la publicité. Parce que dans le fond, Yasmine, c'est un peu comme Max Headroom là, qui faisait des pubs de Coke dans les années 80. Hey, un mon Dieu, il y a personnage. des gens qui savent T'es allé probablement chercher ça pas loin, c'est. hein? Oui, c'est ça, qui ne doivent pas savoir c'est qui, mais ça vaut la peine de faire une petite recherche rapide sur Google. Il était très Googlez ça. présent. Un personnage 3D qui fait de la pub. Et selon le Nouvel Obs, comme le marché de l'influence est saturé, on cherche à se distinguer grâce à ce genre d'influenceuse nouveau genre. Donc, trop d'influenceurs et pas assez d'influencés, Rebecca. Semble-t-il que c'est pour ça qu'il faut innover, s'accaparer le marché des influencés. OK. Et on fait ça en utilisant un personnage virtuel qui, en plus, est une leader positive. Yasmine véhicule des messages positifs autour de l'écologie, de la préservation de la biodiversité. OK. Elle est très écolo, donc. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'il n'y a aucun paparazzi qui va pouvoir la surprendre en train de mettre du gasoil dans son Hummer, la traiter d'hypocrite. Elle n'existe même pas. Elle n'a sûrement pas de Hummer. Pas de scandale non plus à l'horizon dans un taxi qui ne veut pas prendre une carte de crédit prépayée. Donc, ça va coûter mon beaucoup Dieu. moins cher de Oui. firme de PR. Salutations. Mais, oui. Ah, Elle n'est pas la c'est- seule. Hein. Je ne me souviens plus de son nom, moi non plus. Théo Baudouin, Euh, voyons. Voilà. Elle n'est pas la seule influenceuse virtuelle. Ça OK. m'amène à te parler de Maë Paiement. Maë Paiement, qui a attiré mon attention sur Twitter récemment. Demande-moi pas pourquoi je suis abonné à Maë Paiement. Je pense que c'est pour avoir le scoop du prochain Bac et Bottine 2. Mais j'avais remarqué que Maë, elle retweet sans arrêt les gazouillis d'une certaine Lia, qui est un personnage virtuel aussi qui se présente comme une AI bombshell with ambition, donc une pitoune à l'intelligence artificielle qui a de l'ambition, c'est ma traduction libre. Et je comprenais pas trop c'était quoi cette histoire-là avant que vous me proposiez de parler de Yasmine Varma. J'ai découvert le poteau rose, donc, parce que l'IA, la bombshell, c'est un peu le même concept. OK. Et elle est déjà plus populaire pas mal que Yasmine. Donc, les Français sont en retard sur nous là-dessus. Elle a 80 000 abonnés sur Facebook, 12 000 sur Instagram. Elle publie des images d'elle, toujours en personnage 3D, là, comme Yasmine Varma. Est-ce que, En est-ce que train de faire- moi, je ne l'ai pas vu, l'IA, Olivier. Est-ce que le dessin est plus réussi, mettons, que Yasmine? Oh, Ben, peut-être un peu. Peut-être un mais peu, OK. Pas pas tant que c'est ça. pas tout à fait au point OK, encore. OK. Mais tu sais, on la voit faire toutes sortes d'activités. En fait, c'est son personnage 3D devant des décors réels là, de la OK. vraie vie. Elle joue au basketball, elle accueille des fleurs, elle fait une pause affriolante sur un hood de char de luxe. Il y a même une photo avec Maë Paiement. C'est écrit en dessous avec ma BFF Maë Paiement. Et le lien avec Maë Paiement dans tout ça, ben, j'ai fait mes recherches. C'est que c'est un certain Jean-François Comeau qui est derrière cette entreprise-là. Et lui, c'est l'ex de Maë Paiement. C'est pour ça qu'elle popularise, dans le fond, l'IA. Maë est une influenceuse d'influenceuses. Et elle est déjà une étape plus loin que Yasmine, notre LIA, puisqu'on peut clavarder avec elle et elle nous répond. En fait, c'est un algorithme qui nous répond qui a l'ambition de s'améliorer au fur et à mesure qu'on placote avec elle. Donc, Wow. ça utilise l'intelligence artificielle, contrairement à Yasmine, elle, qui est surtout opérée par des gestionnaires de communautés qui la gardent vivante. Là, c'est un peu leur Tamagotchi à eux. Et d'ailleurs, c'est un phénomène, comme bien des trucs un peu bizarres du genre, qui a commencé en Asie en 2007. Au Japon, il y a la compagnie Yamaha qui a ouvert le bal de ces influenceurs virtuels-là en présentant Vocaloid, qui est un logiciel de synthèse vocale au visage juvénile et aux couettes bleutées. Donc, depuis, il y en a eu plusieurs comme ça. Ça a l'air de
relativement pognés là-bas. Et ça, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, Rebecca. Oui, hein? Pourquoi on irait clavarder, par exemple, avec l'IA, à part que, contrairement à ce qui arrive souvent avec les vraies personnes sur les réseaux sociaux, elles risquent moins de finir par nous traiter de moutons ou de nazis ou de je sais pas quoi. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a peut-être plus de gens que je pense qui souffrent de solitude et qui ont besoin de jaser avec un peu n'importe qui. Oui, Et c'est peut-être. fascinant parce qu'il y a plein de monde qui commente ces publications-là sur, de Yasmine et de Lia, j'appelle déjà par leur petit nom, sur les réseaux sociaux, comme si c'était une vraie personne, genre sous une photo où Lia joue au Scrabble dans un parc ou dans une maison, je ne sais plus. C'est écrit, il y a des gens qui commentent « Bravo Lia, j'espère que tu es en train de gagner », des trucs comme ça. Il y en a qui la trouvent de leur goût, puis c'est ça. Il me semble que c'est un petit peu désespéré. Faut être un peu désespéré pour devenir ami avec un personnage virtuel qui est encore très loin de pouvoir interagir de façon sensée avec vous. On n'est pas rendu à avoir des vraies discussions avec ces fausses personnes-là. En tout cas, pas comme dans le film Her avec Joaquin Phoenix, qui tombe en amour avec une sorte de Siri là, avec son téléphone. Donc, c'est un peu étonnant d'avoir un kick sur une personne qui n'existe pas comme ça. Et en même temps, les influenceurs en chair et en os sont pas tellement plus accessibles que des personnes qui n'existent pas. Pareil pour les vedettes là, qu'on admire. Là, ils sont loin de nous. On suit leur quotidien. On a l'impression d'être leur ami, mais non. Il n'y a pas de chance que Céline Dion vienne chatter avec moi sur Facebook. Est-ce que ça laisse poindre un futur où on ne saura pas distinguer le vrai monde du faux monde? Peut-être, parce que c'est un peu la vision qui a été présentée dans le livre de science-fiction Ready Player One d'Ernest Cline. Wow. Steven Spielberg a fait un film à partir de ce livre-là. C'est un futur où on vit presque à temps plein dans un monde virtuel où on peut se présenter comme on veut, pas nécessairement comme on est. Et s'y côtoient dans ce monde-là des vraies personnes, des robots. Et je pense qu'avec le progrès de la virtualité comme ça, on va peut-être en arriver à quelque chose comme ça un jour. Alors, c'est peut-être pas si fou que ça pour les entreprises de placer leurs pions tout de suite là, avec des influenceurs virtuels comme ça. Peut-être qu'ils voient venir l'avenir. Mais en attendant, je suis pas sûr que les dessins 3D, ça fait une couple de fois qu'on le dit que c'est pas très réussi. Là. Je suis pas sûr que c'est vraiment efficace en ce moment. Je suis pas sûr que c'est ça l'avenir à court terme, là, ces personnages, ces dessins-là. Mais avec l'histoire des deepfakes, là, des trafiquages de vidéos très, très réalistes, je pense qu'on va peut-être bientôt avoir des influenceurs comme ça qui ont l'air de vraies personnes avec qui on va pouvoir interagir. Ça risque d'être plutôt ça, le game changer, comme dirait Régent Tremblay. Et ça risque d'être un petit peu le bordel. J'ai déjà hâte de voir ça. T'as déjà hâte de voir ça. Ben, Déjà. merci énormément de t'être penché sur le cas de Yasmine Varma et par extension, Maë Paiement. Il y a vraiment juste toi qui pouvais faire ce lien-là. Très hâte de voir ta prochaine publication Instagram, cher Olivier Niquet. Merci. Je vais déjà me désabonner de ces deux influenceuses-là. Bye. Bye. Je m'appelle Atlas, je suis modèle. Si une fille n'a pas de voiture, pour toi, c'est un turn-off? C'est un turn-off parce qu'avant, j'avais vraiment le temps. Mais depuis que j'ai ouvert mon entreprise et tout, je peux plus comme me déplacer autant parce que moi, je vais être au travail. Donc, C'est sûr qu'on se chat. Non, oh oui, mais comme back 2016, je t'avais comme demandé pour des conseils. Comme... Il donne vraiment des bons conseils. Là. Hold on, ok, c'est bon. Est-ce que vous venez d'entendre? C'est un petit florilège tiré d'Occupation Hood, ce phénomène du web lancé par Tyler Laguerre, alias Ty, un jeune humoriste de Montréal-Nord. Et là, chaque dimanche soir, en direct sur Instagram, il joue les Cupidons. Il essaie de provoquer des rencontres entre des participants, essentiellement des jeunes racisés, pour la plupart, eux aussi, issus des environs de l'Est et du Nord de Montréal. Et là, l'émission en est à son 10e épisode, je crois, et sa popularité ne cesse de croître. Les visionnements peuvent monter jusqu'à 100 000 personnes. C'est vraiment, honnêtement, c'est très impressionnant pour une production maison, sans équipe, sans budget. Qu'est-ce qui explique la popularité d'Occupation Hood? Bien, pour explorer le phénomène, on a convié un panel d'expertes composé d'Aïcha Vertu, qui est curatrice de musique, éducatrice sur l'histoire de la musique au secondaire et participante à Occupation Hood. Allô, Aïcha? Oui, je le dis. J'affiche tes couleurs. Et Nadèle Lyonnais, autrice, compositrice, interprète, actrice et ex-candidate à Occupation Double. Allô, ça va bien? Ça va. Très contente de vous avoir les deux. OK, Aïcha, toi, t'es une fan d'Occupation Hood. Comment t'as découvert ça? Je pense que c'est l'algorithme. Ouais. Je suis dans cet algorithme-là. Donc, il y avait des gens qui étaient déjà fans, qui partageaient ça sur Twitter aussi. Le Black Quebec Twitter, tout le monde parlait de ça. T'as vu ça je me passer suis sur... branchée. OK.
Exactement. Fait que j'étais comme, écoute, moi, j'adore rire dans la vie. S'il y a quelque chose que j'aime faire, c'est rire fort. Alors, je peux pas m'empêcher d'aller regarder ça. T'es devenu accro, donc, tout de suite. Regardé. Chaque dimanche, tu t'étais connecté. Non, malheureusement, OK. pas chaque. Surtout ces temps-ci, il fait beau. Oui, t'as raison. OK. Mais des mais fois, on est dehors perdu dans des endroits, mais quand je peux le regarder, je tu le le regarde. regardes. Puis... OK. Ouais. Toi, Nadé, tu as découvert ça, en fait, à notre demande, si je ne m'abuse. Donc, en tant que personne qui découvre ce phénomène, c'est quoi tes premières impressions? Écoute, moi, je pense que j'avais piégé mon algorithme. Contrairement à Aïcha, là, je pense que l'Internet sait que j'écoute juste des vidéos de chats. Donc, T'avais pas accès à ça pantoute, OK? Ça n'avait pas pop-up du tout. Mais par contre, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens que ça existe. Quand j'ai été écouter là, des extraits justement des dernières émissions. Puis je vais probablement l'écouter à partir de maintenant. Okay. Mais est-ce que tu as ri? Est-ce que tu es resté comme quand même un petit peu accro? Ah oui, définitivement. Ah oui, OK. En quoi ça diffère d'Occupation Double, d'après toi? C'est toi l'experte, là. Oh mon Dieu. Écoute, moi, j'ai écouté Occupation Double une seule saison. Ouais. Fait que je suis près à niveau là, entre ma consommation d'Occupation Double. Mais je pense que en quoi ça diffère? Je trouve qu'il y a beaucoup de points qui se ressemblent, au contraire. Là. Ah oui, OK. Je pensais que la première chose que tu allais me dire, en fait, c'est bien plus réel Occupation Hood. On est plus dans la réalité, mais peut-être non. OK. Ben, moi, ce que j'ai trouvé plus de parallèles similaires. En fait, je trouve que ce qui est drôle, ce qui fait qu'on a envie de l'écouter, ce contenu-là, c'est que ça nous renvoie une image qui n'est pas nécessairement la meilleure, ou on se voit pas nécessairement sous notre meilleur jour, mais il y a quelque chose de divertissant, il y a quelque chose de... Il y a un guilty pleasure à se voir, oui. Puis à reconnaître des codes. Hey my God, ça m'est déjà arrivé ça. Oh mon Dieu, les codes comme ça, j'en ai tellement croisé. Des codes qu'on voit pas, en fait, à la télé, qu'on verrait pas nécessairement à TVA ou à Radio-Canada ou à la télé, c'est ça, grand public. Sûr. Là, Aïcha, tu y as participé. Je sais que tu arrivais d'une soirée, bouleversante. Arrosée. Disons ça comme... Ah, moi, tu vois, j'essayais de t'aider. Arrosée, donc. Et écoute, je m'appelle Gaillance quand même. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. T'as décidé d'y participer. Qu'est-ce qui t'a accroché? Comment c'était? Comment t'as trouvé ça? En fait, c'est drôle parce que tu réponds un peu à ce que Olivier disait juste avant. Tu t'es branché en tant que personnage. Oui, mais par contre, sur mes réseaux sociaux, je suis pas personnage, absolument pas. Non. Je suis vraiment super authentique, OK? Mais dans ma vie personnelle, ceux qui me connaissent, je suis toujours en train de faire un accent différent ou genre, tu sais, comme là, mon accent british, c'est vraiment de niveau, tu sais. OK. Donc là, j'étais dans une soirée arrosée, j'habite seule, je suis vraiment extravertie, j'aime ça parler aux gens, niaiser. Tous mes amis me voyaient sur le chat et ils me disaient, ben vas-y Aïcha, fais un de tes personnages dans le live, tu sais, ça pourrait être vraiment drôle. Comme tout le monde était comme vas-y. Et c'est Fabriceville. Ah oui, qu'on connaît bien pour 3 points, oui. Un entremetteur à tout niveau, finalement, qui t'a fait entrer dans le jeu. Exactement. OK. Mais là, c'est comme une genre d'application Tinder aussi. Puis c'est drôle parce que ça soulève le point de l'humour. Tu voulais aller faire rire. Vous avez ri les deux. On a nommé la notion de plaisir coupable. Moi, j'ai envie d'ajouter le malaise parce que les extraits que j'ai regardés, je sais pas où me mettre tellement je suis mal à l'aise. Et contrairement à Occupation Double, qui est animé par un humoriste aussi, là, le but de Taille, c'est vraiment de faire rire. Mais est-ce qu'il y a une part de sérieux dans les tentatives de match ou est-ce que tout est pour le lol? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf, moi, je pense que c'est un peu oui et non, tu sais. C'est clair que les gens sont intéressés, les gens veulent voir qui va être là. Surtout que, tu sais, on s'entend, là, une diversité comme ça, avec surtout l'espèce d'argot vraiment de Montréal, du Nord-Est. Ouais. C'est vraiment jamais vu. Donc, les gens, ils sont contents de se voir et de voir d'autres personnes qui les ressemblent vraiment, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Puis je pense que c'est pour ça que les gens ils vont participer. Toi, Nadé, d'après toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Avais-tu l'impression que les gens faisaient ça vraiment juste pour rire?
Ben, je pense que c'est difficile de se prendre au sérieux puis d'aller là. Mais je tirais un parallèle avec Occupation Double de la même manière. Là. Moi, j'ai vécu autant de malaise en l'écoutant qu'en écoutant Occupation Hood. Je pense que c'est important de le faire avec un petit peu d'humour, en tout cas. Mais même si tout ça, c'est drôle, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu moins drôle dans le fait que il y a une nécessité d'avoir quelque chose complètement en marge du mainstream pour que autant de gens puissent se reconnaître. T'sais, on parle de 70 000, je pense, d'écoutes sur l'épisode. Puis, tu sais, pour moi, je pense que ça dénote vraiment qu'on a 77 000 personnes qui, à tous les dimanches, n'écoutent pas la télé grand public parce que pour eux, ça leur dit absolument rien, puis qui vont, même sans aucun moyen, venir se créer quelque chose de à leur image. Oui, t'as raison. Qui sont pas du tout scotchés sur Star Academy où tout le monde en parle ou Big Brother qui en ont rien à cirer, mais qui se sont comme créé une communauté. Puis justement, partout, on dit que Occupation Hood est représentative d'une réalité de Montréal qui est pas représentée ailleurs. Toi, Aïcha, t'es jeune du secondaire là, à qui tu donnes des formations. Est-ce qu'ils le regardent? Est-ce qu'ils se... Oui. Est-ce qu'ils se reconnaissent? Je leur en parle. Ben oui, ils se reconnaissent. On en parle aussi, tu sais, parce qu'on parle souvent de comment l'industrie créative fonctionne, etc. Puis, tu sais, on parle de ça, d'Occupation Hood, puis de cette plateforme-là, puis de l'importance de aussi se créer des trucs en parallèle, du DIY. Ouais. Tu sais, c'est... Do it yourself. Ouais. Exactement. J'en parle avec les jeunes, là. De ton côté, Nadège, t'as souvent été présentée comme la candidate de la diversité, n'est-ce pas? Occupation Double. T'as grandi à Rouyn-Noranda, en Abitibi, bon, loin de Montréal. Mais quand on parle de représentativité des personnes racisées à Occupation Hood, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu trouves que c'est du progrès? Je sais pas si je le vois comme du progrès. Moi, la façon que je le ressens, en tout cas, c'est un peu comme si t'allais cogner à la porte d'un party, là, puis semaine après semaine, on t'ouvre pas la porte. Puis là, un moment donné, tu te dis, ben regarde, moi, je vais amener mes chums, puis on va se faire un party à côté. Puis que là, ben ton party devient tellement le fun, la musique est tellement bonne que finalement, les gens de la première place ils ont envie d'aller à ce party-là. Oui, on est en train de venir. Puis je pense que là, on est en train de créer une genre de situation où les gens qui se sont créés un party en parallèle se demandent si ça leur tente d'inviter les autres. Puis, tu sais, je trouve que ça a du bon puis du moins bon. Je pense que c'est cool qu'on remarque une initiative comme ça. Puis, moi, la première, là, j'étais pas au courant jusqu'à temps que vous m'en parliez. Ben oui. Mais je pense que ça a du bon puis du moins bon. Mais là, la question qui tue en terminant, est-ce que le concept va s'essouffler? Aïcha, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que le petit taille est vraiment excellent, mais il y a vraiment besoin de quelqu'un dans la communauté qui lui apprenne à faire du bon hosting. Là, quand tu dis dans la communauté, tu parles pas de la communauté racisée. Tu parles de la communauté quoi? D'animateurs, d'animatrices, des gens du milieu? Non, OK. Genre un host racisé, vraiment qui connaît la culture du Nord-Est, vraiment. OK, qui pourrait aller lui donner peut-être... Vraiment un petit coaching, parce que, tu sais, quand ils disent « Ah, mettez du piment, mais tu sais... » Genre, il faut qu'il donne des interactions un peu plus, là, tu sais. Que ça soit pas stagnant. Puis c'est vrai, Occupation Hood, est-ce qu'on a peur que ça se gentrifie, tu sais? C'était vraiment aussi un sujet il y a 2 semaines, là, sur Twitter, là. Oui, c'est une question impertinente, mais là, Nadège, toi qui vas animer l'Île de l'amour à TVA, tu pourrais être cette personne pour taille. Qu'est-ce que tu pourrais lui... As-tu des conseils pour qu'il pimente son animation? Oh là là, je n'aurais jamais la prétention de pouvoir lui donner un conseil. Je sais même pas comment je vais l'animer, cette émission-là. Ça se trouve, c'est moi qui l'appelle pour quelques conseils. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a des chances que ça s'essouffle pas. On est rendu à combien de saisons d'Occupation Double? Moi, j'aurais mis 5$ la première saison, qu'il y avait des chances que ça s'essouffle, mais on aime ça, on en redemande. Donc, je souhaite la même chose à taille. Tu as tellement raison. C'est vrai que ça pourrait fonctionner encore longtemps. Merci à vous deux. Olivier, est-ce qu'on t'a donné envie de le regarder un peu? Il me semble que clairement, je sais pas si tu as le droit d'être invité. Vrai, oui. Mais oui, pour vrai, oui, parfait. J'espère juste pas participer à la gentrification si je vais.
C'est sûr que ça pourrait être un risque. Merci beaucoup, Aïcha Vertu. Merci beaucoup, Nadé Lyonnais, d'avoir passé un petit moment avec nous pour nous expliquer ce phénomène occupation hood et non occupation double. C'est déjà la fin de notre émission de On dira ce qu'on voudra. Demain, Jenny Salgado a suivi la classe de maître de Questlove. Bien hâte de voir ce qu'elle a pensé de ça. Bridesmaid, 10 ans, vu par deux boomers, Franco Nuovo et Christiane Charette. Et dans la tête de Ben Affleck, qui passait un mauvais moment sur une application de grande vedette la semaine dernière. C'est Guillaume Corbeil qui nous réserve tout ça. Je m'appelle Rebecca Macanen. À demain, tout le monde. Bye bye.